nous sommes avec Éric Jeantrand. Donc peut-être que certains connaissent, le CNER a déjà travaillé avec vous, maître. Donc vos expertises, hein, c'est droit public général, droit des collectivités territoriales, des contrats publics, de l'aménagement, droit des entreprises publiques locales. Je crois qu'il y a quelques EPL parmi nous. Donc vous avez créé le cabinet Publica Avocat. Donc voilà, vous avez une longue expérience en conseil contentieux aussi auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et donc opérateurs, notamment comme nos structures. Vous avez enseigné aussi pendant un long moment, hein, j'ai vu de 2004 à 2022 à l'Université Paris 2 en master, donc juriste conseil des collectivités territoriales. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Association française du droit des collectivités locales, si c'est toujours le cas. Non, non, En non, tout cas, non, j'étais plus. ah, vous l'êtes plus. Alors, c'est les informations que j'ai trouvées sur le site de Publica Ouais, tout ouais, à l'heure. ouais. Donc, pour rappel aussi, donc le CNER avait publié un ouvrage, donc les formes juridiques de l'action économique territoriale, qui est juste ici. Euh, alors, il nous reste quelques exemplaires, mais n'hésitez pas à me les demander. Sinon, on va faire une mise à jour en fin d'année avec justement Maître Jean qui était justement à la baguette de cette publication. Donc, c'était le premier guide juridique du CNER, hein, avec le soutien de la Caisse des dépôts. Alors, attendez, je fais rentrer aussi Bonjour. quelques retardataires. Bonjour Anne, Bonjour. bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a Ladira qui arrive également. Bon, vous avez seulement raté la présentation de Maître Gintran qui est parmi nous. Et là, je parlais justement de l'ouvrage du CNER qu'on avait fait ensemble, hein, sur notre premier guide juridique, hein, où il y avait en fait deux parties avec une analyse de chaque structure juridique propre à portée de développement économique, hein, donc association, CM, SPL, groupement d'intérêt public, et ensuite un comparatif des structures avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Donc c'était vraiment pensé comme un outil d'aide à la décision. Et donc, on le mettra à jour avec Maître Gintran d'ici fin 2025, début 2026, avec les temps d'impression. Vous l'aurez peut-être à la fin du premier trimestre 2026. Donc voilà pour ce propos introductif. Ben, Maître, la parole est à vous. Merci de votre temps, de votre présence. Donc Ah, Maître Gintran va nous présenter, faire une présentation de 20 minutes. Ensuite, on passera aux questions-réponses. Le but de l'ordre... Alors attendez, je vais faire entrer. Le but de cette réunion, c'est aussi que vous puissiez avoir le temps de poser des questions selon vos structures. Donc, n'hésitez pas à présenter vos structures, vos formes juridiques, afin d'avoir toutes les réponses les plus pertinentes. La parole est à vous. bien, bah, écoutez, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'animer cette séance. Donc, sur le thème développer ses ressources de production et commercialisation de services et produits. Alors, j'ai 20 minutes, c'est un sujet très vaste, mais donc j'ai 20 minutes, donc je vais aller à peut-être quelque chose d'un peu essentiel, central. Et puis, vous poserez après des questions éventuellement sur ce que j'ai exposé, mais éventuellement, bien sûr, sur d'autres aspects que je n'aurais pas pu ou le temps d'exposer. Alors, la première chose, la première idée centrale, c'est que quand une entité exerce, vend des produits et des services et qu'elle se rémunère pour cette activité, elle est considérée juridiquement comme une entreprise. Donc la qualification, alors cette conséquence vient du traité européen. Bon, je ne vais pas vous citer, je vous fournirai après dans 2 ou 3 jours un support, hein. Voilà. Donc c'est l'article 107 du traité de l'Union qui définit les entreprises comme des entités exerçant une activité économique indépendante du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement. Donc, une activité économique, ça consiste à offrir des biens et des services sur un marché donné. Et on utilise trois critères principaux pour définir une activité économique qui se cumulent. L'existence d'un marché concurrentiel et le fait que l'entité tire ses ressources de son activité en percevant une rémunération en contrepartie des services ou des produits qu'elle vend. Voilà. En revanche, l'absence de rémunération
ne constitue pas une activité économique et donc ce n'est pas une activité d'entreprise. Conséquence de cette définition, c'est que la notion d'entreprise est indépendante du statut juridique. Bon, vous avez vu que j'ai fait un guide pour le CNER sur les différents types de structures. Toutes ces structures peuvent exercer des activités économiques. Donc le fait que vous soyez une association, une société bien évidemment, par essence, mais également un groupement d'intérêt public, ou constitué sous forme d'une fondation, peu importe la nature juridique, vous êtes une entreprise si vous exercez des activités économiques. Deuxièmement, le fait de savoir si l'entité poursuit une activité lucrative ou non n'a pas d'incidence non plus sur le caractère de la définition d'une activité économique. Ainsi, les organismes non lucratifs, exemple les associations, peuvent se livrer à des activités économiques. Lorsque l'activité n'est pas lucrative, eh bien, on ne peut pas être considéré évidemment comme une entreprise. Ce qu'il faut savoir, parce que vous allez le placer vraisemblablement dans ce cas, pour ceux qui sont sous statut associatif, parce que les sociétés sont des entreprises, lorsque une entité se livre à la fois des activités qui ne sont pas considérées comme une activité d'entreprise et une activité donc d'entreprise, n'est considérée comme une entreprise que uniquement pour la quote-part de ses activités économiques. Je reviendrai là-dessus sur ce principe un peu de séparation entre les activités non marchandes et économiques. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que ces activités économiques soient détachables des activités non marchandes ou qu'elles soient exercées en tant qu'autorité publique. C'est le cas, par exemple, si vous intervenez dans le cadre de missions qui vous sont confiées par des collectivités territoriales en matière de développement économique, d'innovation, etc. Alors, la première conséquence, si vous avez... non, on laissera les questions à la fin. La première conséquence de la qualification d'une entité en entreprise va concerner la question des subventions et au regard du régime des aides d'État. La plupart d'entre vous sont financés largement par les subventions, même si elles ont baissé, j'ai compris, en moyenne de 10% ces dernières années. Ces subventions, a priori, ne sont pas considérées comme des aides d'État. C'est le cas notamment lorsque vous ne faites pas d'activité économique. Si si vous exercez une activité d'entreprise, les fonds publics qui viennent financer cette activité pourront être considérés comme des aides d'État et donc soumises aux dispositions du traité de l'Union et des différents textes de l'Union européenne ou internes concernant le régime des aides. Vous allez être considéré comme... alors, on doit distinguer deux situations, en fait. Vous pouvez faire des activités économiques pour votre propre compte. Dans cette hypothèse, les aides que vous recevez éventuellement des collectivités locales pour permettre l'exercice de cette activité économique, vous serez considéré comme en étant bénéficiaire en tant qu'entreprise, et donc ces aides seront soumises au régime des aides d'État, sauf évidemment les exceptions visées par les textes communautaires, la règle des minimis, etc. Si vous intervenez pour le compte d'une personne publique qui vous a missionné pour faire une activité économique et qui participe à son financement, vous n'êtes pas considéré comme une entreprise si vous agissez ce qu'on appelle en tant qu'intermédiaire transparent. Je vais revenir 2 minutes là-dessus.
Dans cette hypothèse, c'est l'entreprise en fait bénéficiaire. Vous ne faites que transférer une subvention à l'entreprise qui, elle, est bénéficiaire. C'est le cas, par exemple, de certaines agences, j'ai eu des dossiers là-dessus, qui font des prestations de conseil auprès de l'entreprise, mais qui pratiquent des tarifs qui sont assez réduits, voire même très réduits, grâce à des subventions versées par là ou les collectivités territoriales. Si cette entité, donc si cette agence intervient en tant que mandataire transparent, c'est-à-dire qu'elle ne fait que reporter à l'entreprise le bénéfice de l'aide, on considère que c'est l'entreprise qui doit répondre aux exigences des aides d'État. Alors, en intermédiaire transparent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on a reçu un mandat de la part de la collectivité pour accomplir une mission d'intérêt général. Alors, ça peut être le cas, évidemment, dans le cadre de conventions passées, ce qui, évidemment, pose une question parallèle, mais néanmoins importante, qui est celle de la mise en concurrence ou non pour être missionné. Et donc, ça pose parfois une difficulté pour que on organise cette mise en concurrence, puisqu'on se retrouve évidemment dans une mission, et de toute façon, les textes européens exigent que la mission confiée dans ce cas-là au mandataire transparent lui soit confiée après une mise en concurrence. Alors, il y a en droit interne quelques nuances, puisque notamment une circulaire du Premier ministre considère que les conventions d'objectifs passées entre les collectivités, les personnes publiques et les associations pourraient être considérées comme un mandat, alors qu'elles ne sont pas mises en concurrence. Bien. Ceci dit, donc la première conséquence, ça va être le fait que les subventions peuvent être qualifiées en aide d'État. Et donc, il est nécessaire dans cette hypothèse de bien séparer les activités, je reviens sur cette idée, les activités économiques, les activités marchandes, pour que les subventions ne soient pas affectées dans leur entier, mais que ce soit la seule part affectée à ces activités qui soit prise en compte au regard de cette obligation de respecter la législation européenne sur les aides d'État. Alors qui tourne, donc je vais m'arrêter là-dessus. Donc, bien compris, on peut avoir une incidence importante sur le régime des subventions accordées. La deuxième conséquence, évidemment, alors pas pour toutes les agences, mais celles qui ne sont pas fiscalisées, c'est la conséquence fiscale. Donc, conséquence fiscale, effectivement, les prestations ou livraisons de produits à titre onéreux sont en principe soumises aux impôts commerciaux. S'agissant des agences qui sont constituées sous forme associative, qui sont majoritaires, je pense encore, elles constituent en principe des organismes non lucratifs et dans ces cas-là, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux pour les sociétés, IS, contribution économique territoriale, CET, TVA. Seul l'exercice de l'activité lucrative pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération. Bon. Alors, première chose déjà importante, qui est souvent oubliée, c'est un petit détail, mais c'est que lorsque vous faites des activités à caractère habituel de vente de produits ou de services, cela doit être prévu dans vos statuts. C'est l'article 442.7 du Code du commerce. Et à défaut, vous pouvez être passible de sanctions pénales, notamment d'une amende de 7 000 € qui peut être doublée en cas de récidive. Donc n'oubliez pas, si vous lancez des activités économiques, de bien vérifier que cela figure dans votre activité pour les organismes à but non lucratif. Bon. La fiscalisation, alors, elle ne va pas se poser évidemment pour les organismes qui sont déjà fiscalisés. Ce sont les SEM, les SPL notamment,
Alors les GIP, c'est un peu différent, mais ça vaut essentiellement pour les associations, loi 1901, organismes à but non lucratif. Première chose d'abord, c'est que si vous avez vous répondez à la définition d'une gestion intéressée, l'organisme donc dont la gestion est désintéressée, vous n'êtes pas a priori susceptible d'être imposé aux impôts. Alors, je ne vais pas rappeler les conditions, vous l'aurez dans mon document, de la gestion dite désintéressée. C'est notamment le fait que l'organisme est géré à titre bénévole, qu'il n'y a pas de distribution de bénéfices, voilà. Si au contraire le caractère de la gestion est avéré, dans ce cas-là, l'organisme est soumis aux impôts commerciaux et à tous les impôts commerciaux et TVA. Ceci dit il faut pour autant que l'activité en question soit considérée comme une activité lucrative. Bon. Il y a une différenciation à faire entre activité économique d'une part et activité lucrative d'autre part. La notion de lucrativité est une définition fiscale. Donc, les critères de la lucrativité, c'est d'une part le fait que l'activité s'exerce dans un cadre concurrentiel. Si vos activités économiques n'entrent pas en concurrence avec les entreprises, vous ne remplissez pas ce critère. Si vous rentrez dans un domaine de mise en concurrence, je pense par exemple aux activités de conseil des agences. Quand les agences conseillent des entreprises sur dans toutes les matières qui les intéressent, etc., il est évident qu'elles peuvent rentrer en concurrence avec des organismes de droit privé qui font ce métier. Bon. Donc, il n'est pas impensable que ces activités, par exemple de conseil, soient considérées comme entrant dans un champ concurrentiel. Par ailleurs, il faut que, si on est dans un champ concurrentiel, il faut que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que la lucrativité soit reconnue, il faut qu'il y ait des actions commerciales significatives. Il faut que le produit soit proposé dans des conditions de droit commun, que les prix pratiqués ne soient pas des prix en deçà du marché concurrentiel, enfin trop en deçà du marché concurrentiel. Donc, cela veut dire, pour résumer, que lorsque vous réalisez des activités économiques, vous êtes susceptible d'être imposé sur les impôts commerciaux, même si vous n'êtes pas, si votre gestion est désintéressée, si vous exercez des activités à caractère lucratif. Sauf, pardon, si vous êtes gestion désintéressée. Alors, la conséquence de ça, c'est que quand on exerce des activités économiques sur le plan fiscal, l'intérêt est de sectoriser, comme en matière d'aide, de sectoriser le secteur soumis aux impôts commerciaux et le secteur non assujetti. Alors, cette sectorisation, elle peut se faire soit en interne, par des éléments comptables, on a une comptabilité des deux champs d'intervention, soit par la création de filiales. Toutes les structures agences de développement économique sont susceptibles de créer des filiales. Alors, c'est un peu plus difficile pour les SPL. Bon, puis en plus, on ne verrait pas trop l'intérêt sur le plan fiscal parce que la SPL est soumise aux impôts. Mais par exemple, une association peut créer toutes sortes de filiales, SA, SAS, SARL, etc., etc. Donc, alors, ceci dit, la sectorisation qui s'opère dans chaque champ d'impôt, IS, TVA, etc., obéit à des règles particulières, des exigences fiscales,
notamment une exacte répartition des charges entre les deux secteurs, le fait d'utiliser des moyens qui sont relativement autonomes pour les deux activités. Bon, j'en passe d'autres parce que je vois quand même que l'heure tourne un peu, non? Enfin, on a encore un peu de temps. Oui, oui, Alors, on a un peu de temps, il nous reste 10-15 minutes pour votre présentation, puis ensuite on passera aux échanges et aux questions. oui, voilà. Donc n'hésitez pas chacun aussi à préparer vos questions, hein, même si elles sortent du Alors, champ, alors profitez-en. après aussi, il y a la question de le fait d'avoir des activités économiques rémunérées peut avoir un incidence sur le régime de vos marchés. Évidemment, si vous faites des prestations au profit d'un pouvoir adjudicateur, euh, tels notamment bien sûr que les collectivités locales ou les EPCI, et que cette prestation est faite moyennant une rémunération, quel que soit le nom donné, le terme donné à cette rémunération, c'est-à-dire même si elle est qualifiée de subvention, cette rémunération sera la contrepartie du service rendu, et donc le contrat sera soumis aux dispositions du droit de la commande publique. Euh, D'ailleurs, dans pas mal de missions que j'ai faites, beaucoup d'agents se sont posé la question de savoir quelle était la limite entre le fait dans le cadre notamment de conventions d'objectifs, de réaliser des missions d'intérêt général en matière de prospection, de communication, etc., etc. Et la prestation de service était parfois difficile à cerner. Bon. D'où une certaine inquiétude. J'ai même fait une opération, par exemple, qui consistait, pour une association, hein, à ce qu'elle soit en relation in-house, aujourd'hui on parle de quasi-régie, avec la principale, enfin, avec les collectivités principales qui le finançaient, à savoir c'était une région, une chambre de commerce, voilà. Et donc, ils sont allés jusqu'au bout de la démarche, et cette association, loi 1901, s'est transformée, non par l'association, mais on lui a donné la possibilité d'être qualifié, de pouvoir d'être d'être en relation, pardon, je vais y arriver, de quasi-régie avec ses membres. Alors, c'est pas si facile que ça, c'est une décision très politique, parce que ça veut dire que si on veut être dans cette situation qui est assez confortable par ailleurs, ça suppose que tous les partenaires privés, membres d'une association, les entreprises notamment, ne deviennent plus membres. Donc il faut sortir tous les privés pour n'avoir dans l'association que des personnes publiques. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on a fait des privés? Bon, en fait, on les a réintroduits, mais pas en tant que membres, mais dans des commissions de travail, dans des clubs, dans lesquels ils participent activement, mais ils n'ont plus de pouvoir d'administration, de direction au sein de l'association. Ils n'en sont d'ailleurs pas membres en tant que tels. Donc ça permet à cette association de devenir, par rapport à ses collectivités membres, notamment la région qui est financée à 80%, en relation in-house, ce qui lui évite toute difficulté dans l'éventuelle obligation dans ses relations à passer ou non des marchés. Or, la question se posait parce que, par exemple, la région confiait à l'association des missions dans le domaine du développement de l'informatique, dans le domaine, etc., de l'innovation. Et donc, et en contrepartie, verser une subvention générale. Mais bon, on pouvait arguer que cette subvention, en fait, au moins en partie, était la contrepartie directe du service rendu. Bon, voilà. Donc, ça devenait un peu compliqué. Et là, c'est une façon d'avoir pu résoudre cette difficulté. Alors, je ne sais pas
si certains d'entre vous sont à ce point dans cette situation. Mais bon, voilà. Donc, ça a aussi une troisième conséquence quand même sur alors, ceci dit, la commercialisation de produits et de services, je suppose, dans votre optique, c'est pas tellement les collectivités territoriales, c'est plutôt le marché des entreprises, et donc d'avoir une activité vers ce marché, d'où peut-être mettre un peu plus en avant, encore une fois, les problèmes de subventions. Je ne l'ai pas parlé, mais on pourra en parler également du respect, évidemment, du droit de la concurrence, qui vient impacter, évidemment, les activités économiques concurrentielles. Donc, vous avez de nombreuses obligations au regard du droit de la concurrence, surtout si votre activité est en partie financée par des aides. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Et alors, soit c'est pas du tout le sujet que vous attendiez, et donc n'hésitez pas à poser des questions sur d'autres sujets ou des choses que je n'ai pas abordées, ou si vous voulez des précisions sur ce que j'ai bien de rappeler brièvement, je suis à votre disposition. Super, merci Maître pour ces propos. Alors je pense que oui, c'est ce qu'on attendait, mais il y aura sûrement d'autres questions. Merci encore pour votre temps. Je sais que votre temps est précieux. On va prendre des questions. Il nous reste 30 minutes, donc préparez bien vos questions. On va commencer avec Katia Bûcher, donc direction le sud, la région sud. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, si vous pouvez Euh, juste à chaque fois rappeler vos fonctions, l'agence et le statut de l'agence. Bon, je pense que c'est Asso, mais oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc moi, je suis juriste, ancienne avocate aussi. Bref, actuellement, j'occupe la fonction juridique au sein de Razix qui est une association loi 1901. Donc les questions, très rapidement, on a beaucoup réfléchi au sujet et il me semble que c'est effectivement un sujet commun. Donc, l'intervention aujourd'hui porte sur la diversification des ressources. Quelles sont les modalités que nous pourrions développer justement pour accroître nos ressources en dehors des ressources publiques? Et nous pensons actuellement au développement de prestations de services, sponsoring. Là où je m'interroge effectivement, donc si on développe effectivement ces ressources, bien entendu, au regard de ce que vous avez dit, il faudrait que ces ressources demeurent accessoires pour ne pas pour éviter le risque de requalification de la subvention régionale, qui est notre principal financeur en aide d'État. Donc, on n'aurait pas d'autre choix que de sectoriser en ayant en tête les incidences fiscales. OK. Pour certains, le développement de prestations de services, contrairement à l'activité de sponsoring, quand bien même elle serait accessoire, pourrait présenter un risque de contamination de l'activité d'intérêt général de l'association. Je souhaitais avoir votre avis à ce sujet parce que personnellement, je n'arrive pas à appréhender cela dès lors que si les prestations de services que l'on développe, si elles demeurent accessoires, dès lors qu'on les isole et qu'on arrive à démontrer effectivement que la subvention régionale ne participe pas au financement de ces prestations de services, je ne vois pas en quoi on pourrait polluer la mission d'intérêt général de la SOS. Alors, si vous voulez, si votre activité économique fonctionne financièrement grâce exclusivement à ses ressources, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que le fait que vous ayez au sein de votre association une activité économique, mais qui n'est pas financée sur les fonds publics, ça ne posera pas de problème. Ce qui n'est pratiquement jamais le cas. Parce que le personnel est commun, souvent, le matériel est commun, et donc vous avez une partie de vos moyens qui sont financés par la subvention générale de fonctionnement. Donc, ça veut dire que vous n'avez que deux solutions. C'est la sectorisation. Ça veut dire que, alors, y compris, donc, comme je vous l'ai dit, sur la sectorisation au regard du fléchage des subventions et par ailleurs, comme on l'a vu également sur le domaine fiscal.
Ça veut dire qu'il faut vous teniez une comptabilité analytique, Mm. que dans cette comptabilité analytique, vous puissiez mettre les ressources et les charges de chaque secteur. Lorsqu'il y a une mise en commun de moyens, il faut définir une quote-part du personnel, des charges, des investissements, etc., affectés à l'un et l'autre secteur, et éclater la quote-part, faire une clé de répartition Mm. entre les deux secteurs, et appliquer cette clé de répartition pour dire que dans une subvention de 100, j'ai 20 qui viennent flécher l'activité, compléter, si vous voulez, les produits pour équilibrer l'activité économique. Mm. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est créer une filiale. Oui, 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 ça sort de question. Ok, très bien. Bon, merci. Alors, j'en profite. Petite dernière question, je laisse parler les autres. Le mécénat, je me suis interrogée sur le développement du mécénat. En revanche, je ne trouve pas d'illustration concernant nos activités. J'ai uniquement trouvé en matière de SS. Alors, ça reste du DevEco, mais c'est pas non plus le cœur de notre métier aussi. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Ou peut-être que d'autres aussi l'ont développé, le mécénat. Bah, écoutez, effectivement, le mécénat, quand même, pour des activités à caractère social. Hmm. Pas que, Oui, pas que. culturel, éducatif. Voilà, voilà. Social, culturel. Bon. Je ne vois pas trop, si vous voulez, dans vos activités, enfin, par rapport au potentiel des entités qui vous entourent, s'il y a des entreprises, la possibilité de faire du mécénat en tant que tel. Euh, Ceci dit, oui, Je pense pas aux entreprises, je penserais plutôt aux acteurs clés de l'écosystème ou peut-être même fondations, pourquoi pas MEDEF, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ce ne seraient pas les bénéficiaires de nos accompagnements, ça serait plus des acteurs clés d'un écosystème. oui, je pense que là, c'est tout à fait possible, bien sûr. Mm. Ok, merci. J'ai un peu de mal à vous répondre sur cette question parce que je suis pas vraiment un spécialiste du mécénat, voilà. Bon, Oui, oui, mais oui, mais c'est pour ça que bon, alors il y a le je me mécénat dis. d'entreprise, le Mm. mécénat, etc. Bon, j'en ai fait, mais c'est pas mon cœur de métier sur le plan juridique. Voilà, je suis un peu moins à l'aise sur cette question-là. Pas de problème. Mais je mettrai dans mon support un petit flash là-dessus, sur Ok, cette merci question. beaucoup. Super, merci Maître. Ça intéressera aussi la fédération, parce que le président compte aussi s'appuyer sur du mécénat de compétences. Donc peut-être que nous, ça nous servira. On va aller en direction de la Nouvelle-Aquitaine, donc la meilleure région de France pour les plus chauvins comme moi. Sébastien, je te laisse la parole. Ouais, je pensais pas au départ prendre la parole, mais je peux répondre à Katia en partie. Donc moi, je dirige la Maison Ma Nouvelle-Aquitaine, qui est un lieu parisien, une agence d'attractivité. Nous sommes sous forme associative, financés essentiellement par la région et par d'autres collectivités, mais également avec des partenaires privés autour de la table. Une activité lucrative de l'ordre de 10% désormais par la location des espaces dans nos centres d'affaires. Quand je suis arrivé, j'ai fait un rescrit fiscal sur la question du mécénat pour dire, on avait en fait un fonds de dotation à côté qui, en gros, en frais de fonctionnement de ce fonds de dotation, nous coûtait aussi cher que ce qu'on percevait de mécénat. Donc, j'exagère un peu, mais bon, c'était pas valable. Donc, j'ai posé la question à l'administration de est-ce que l'agence pourrait devenir actrice du mécénat. Et ça m'a coûté 2 ans et un appel devant une deuxième lecture, puisqu'ils m'ont répondu en 5 pages que, au regard de l'équilibre de notre budget, nous étions évidemment d'intérêt général, puisque la part de lucratif était non prépondérante. Mais deuxième question, et maître, vous l'avez anticipé, notre activité n'était pas suffisamment en rapport avec le mécénat qui, pour eux, était exclusivement dédié à du culturel. Alors nous, il se trouve que c'était pour financer des soirées d'échange sur des savoir-faire économiques et scientifiques de la région. Et même ça, ils ont estimé que ça n'était pas le culturel au sens patrimonial, valorisation des grandes caractéristiques culturelles ou culture de la France à l'étranger, etc.
J'ai replaidé en appel et j'ai pas eu gain de cause. Donc oui, sur la partie l'équilibre de nos structures sur le plan budgétaire faisait qu'on était éligible au mécénat, mais non sur la nature de ce qu'on pouvait dans nos agences faire avec du mécénat. Voilà. Ouais, c'était ma crainte. J'ai abouti à cette conclusion en me disant s'il veut sécuriser, au moins le rescrit. Et ça m'étonne pas, ouais, c'est ce que je pensais aussi, hein. Merci Mais bon, beaucoup. si on avance sur la question, ça m'intéresse quand même. Hum. Toujours. Je Euh, regarderai s'il y a des choses nouvelles qui sont sorties. Voilà, je ferai une petite note sur mon support. Et J'ai tant que j'ai noté. la parole, peut-être, moi, j'ai presque une demande de conseil sur la façon d'avancer sur le sujet, parce que vous l'avez en 20 minutes juste effleuré et quand même montré qu'il il y a plein de conséquences de différents ordres, hein, juridiques, fiscaux, en requalification vis-à-vis de nos financeurs, en gouvernance, etc. Et nous, on est un peu embêtés là, depuis 2 ans avec chaque mouvement nous amène à remettre en question un des aspects. Et avec là, au bout du compte, un commissaire aux comptes, malgré un appel à un avocat fiscaliste il y a 2 ans, un commissaire aux comptes qui vient contester la façon dont on sectorise, dont on répartit la taxe sur les salaires, dont on répartit, etc. Donc, on va devoir remettre l'ouvrage sur le métier et regarder comment on se redonne des règles qui puissent ne pas être contestées. Mais j'ai presque une question méthodologique sur par quel type d'angle on prend la question, sachant que l'angle fiscal n'est qu'une conséquence d'un machin un peu plus gros que ça sur le positionnement de l'agence. Je ne sais pas si je suis clair. Bah, c'est-à-dire que, bon, la question de la sectorisation, c'est une chose. Bon, ça, je dirais, ça relève de la boîte à outils. Bon, donc, si vous avez un fiscaliste, un expert comptable, il devrait normalement arriver à, à rentrer dans les clous, sachant quand même que les règles diffèrent selon chaque type d'impôt. La sectorisation en matière d'IS n'est pas exactement la même qu'en matière de TVA, etc. Alors après, le fond de votre question, je la comprends un peu moins bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir, du coup? C'est comment ne pas fiscaliser? Non, ou quelle est la nature du conseil à solliciter? Est-ce qu'on rentre par la question fiscaliste? Est-ce qu'on rentre davantage par le positionnement Moi, je pense que le plus difficile, juridique? Hmm. oui, enfin, fiscalité, c'est du L'expert droit. comptable, là, il dit il faut qu'on regarde, mais le plus simple, c'est de tout fiscaliser. Voilà. Ah bah ça, c'est clair. Mais c'est une sortie par le bas. Ouais. Bon, alors, vous non plus, la filialisation, c'est pas quelque chose d'envisageable. Ça a été écarté jusqu'ici, oui, par la gouvernance. Ça a Bah, été évoqué. c'est quand même un peu moins compliqué parce que si vous créez, par exemple, une société unipersonnelle dans laquelle l'association est le seul actionnaire, vous n'avez plus d'impact, au niveau de l'association elle-même, y compris, bon, genre, sur le problème des dividendes qui remontent, etc. Bon. Mais Alors, le seul truc, c'est que nous, ça aboutit aujourd'hui, si on sectorise proprement, sous forme de filiale par exemple, on a une filiale extrêmement déficitaire en fait. voilà. L'activité aujourd'hui qu'on a Donc de location effectivement, de voilà. salle, elle est Donc, déficitaire. voilà. Donc c'est pas possible parce que la filiale, notamment, qui serait sous forme de société, euh, même si elle était association, les fonds qu'elle percevrait seraient soumis au régime des aides d'État. Donc il vous reste que la sectorisation et à mon avis quand même, la principale difficulté est au niveau fiscal. Parce que la sectorisation au niveau du fléchage des fonds publics est plus facile à organiser. C'est même, je dirais, relativement simple. Alors, ce qui est moins simple parfois, ce que j'ai rencontré, par exemple, j'ai fait quelques... bon,
sur une grosse association dans l'Est, sur savoir si les activités, c'est un peu la difficulté parfois, c'est que c'est plutôt sur la qualification des activités. Est-ce qu'elles sont d'intérêt général non économique ou économique que réside la difficulté? Et donc j'ai dû, par exemple, sur toutes les actions qui menaient, à chaque fois indiquer si je considérais ou pas comme des activités qui étaient non économiques, donc services d'intérêt général, ou si au contraire on était dans le cadre de services d'intérêt général à caractère économique. Et c'est vrai que la frontière est parfois difficile. Par exemple, les actions collectives sont plutôt d'intérêt général, les actions individuelles sont considérées plutôt que des opérations économiques. Bon. Donc, quand une agence... alors après, il y a certaines agences qui réservent également à certains membres des activités dans le cadre de clubs, etc. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des opérations collectives ou pas? Est-ce que ce sont... bon, voilà. C'est plutôt ça qui est compliqué dans le financement, c'est-à-dire de définir véritablement le caractère économique ou non. Mais une fois qu'on l'a fait, après, le fléchage est très facile. Alors qu'en matière fiscale, on a un peu la même problématique différente, c'est-à-dire est-ce que c'est lucratif ou pas lucratif, mais on a en plus quand même une plus grande difficulté, comme vous le subissez malheureusement, à opérer une sectorisation qui soit sûre. Mais alors évidemment, le fait de se dire, bon, bah, le plus simple, c'est qu'on fiscalise tout, bah, il peut y avoir des calculs à faire, hein. C'est comme les options en matière de TVA. Euh, si j'opte pour la TVA, je peux aussi récupérer la TVA. Donc, il y a des calculs à faire. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, fait faire une idée de ce que donnerait la fiscalisation complète de l'association. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Oui, Ce qu'on je va pense. mesurer. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vois que Nevin Kerzabi, alors je crois que de mémoire, c'est Rising Sud également, a levé la main. Alors le micro est coupé. Oui, bonjour à tous. Veuillez m'excuser, je ne mets pas la caméra. Moi, si vous voulez, Sébastien, on peut convenir d'un échange en one-to-one parce que nous, on a mis en place la sectorisation chez Rising Sud avec une partie fiscalisée et non fiscalisée. On a réussi à sortir un résultat quasi nul. Donc, je pense que c'est faisable. Donc, si vous le souhaitez, on peut convenir d'un échange pour que je vous transmette un peu la méthodologie et ce qui avait été fait sur Rising Sud, ce qui est fait actuellement, pour voir si c'est applicable au sein de votre agence. Génial, merci. Bah, c'est super. Ah, ça, c'est l'atout du réseau. Mais si vous voulez, je ferai le mail de mise en relation pour que vous puissiez avoir les coordonnées de chacun. OK. Merci, Nevin. Y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'on est à 3/4 d'heure de réunion. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Ensuite, nous, Est-ce qu'il y en a on qui fera sont sous forme de SEM ou SPL dans l'assistance? Je crois que la réunion, peut-être, Gilbert Moncier, je ne sais pas si tu nous entends, ou Frédéric Lorion, je crois que j'ai vu qui était connecté. Je sais que de mémoire que l'agence Ouais, d'attractivité de la métropole de Toulouse ouais. aussi. Bonjour Ah, Mathieu. bonjour Frédéric. Vous êtes bien une Oui, donc, SPL si je me... oui, alors nous on est en statut de SEM. Ah oui, ok. Ah bah, tout va mieux. Enfin, ça va mieux. En fait, on est également concerné par le changement de modèle économique, puisqu'on fonctionnait allez, à 80, 95, 90% par des subventions pour la mission d'intérêt général, et on avait quelques petites prestations par rapport à une filiale que nous avions. Mais là, on est en vrai changement de modèle économique, puisqu'on a introduit depuis 2004 des prestations de services à destination des entreprises et collectivités locales également. Les prestations sont de l'ordre du conseil en ingénierie financière, parce qu'on a développé cette
compétence déjà depuis plusieurs années. On l'a développé, on l'a augmenté cette année. Et on a également une proposition de prestation en matière d'accompagnement AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour les collectivités locales, mais aussi pour les entreprises, dans le cadre, par exemple, de réponse à appel à projet européen, notamment. Voilà, on a pour l'instant ces deux types de prestations-là dans le viseur, enfin, en ligne. Mhm. Donc, vous êtes une SEM et vous touchez, vous êtes financé à 90% par les subventions. Alors, jusqu'à présent, oui, voilà, on était financé à 90% par des subventions, mais on va réduire cette dépendance aux subventions pour augmenter la part du chiffre d'affaires. Alors, quand on dit subvention, il y Alors, a principalement voilà, parce la que si vous voulez, subvention. Oui, alors il y a la subvention de voilà, vous êtes fonctionnement de la une région. SEM et par essence une entreprise. Eh bien oui. Donc, quand vous touchez des subventions, c'est pas comme une association. Vous êtes, alors, je ne sais pas comment vous justifiez après pour échapper justement à la qualification d'État. En fait, c'est C'est la seule une, c'est personne qui vous a une. posé la question. Non, en plus, on a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes l'année dernière, donc qui n'a pas Oui. soulevé cette question-là, mais qui a juste soulevé le fait qu'on est une entreprise, donc avec un statut SA, économie mixte, mais donc on doit faire du chiffre d'affaires. Après, on n'a pas de seuil, exigé. Quand je parlais de subvention, il y a en fait la principale subvention, la principale recette, c'est la subvention de fonctionnement qui est reliée à un article du Code des collectivités locales, alors je ne sais plus lequel, euh, qui relève de la mission d'intérêt général pour le développement économique. Donc c'est Alors, légal. l'article en question du Code général des collectivités territoriales, alors c'est le 1520, bon, C'est ça. Ouais. 22, 23, bref. Effectivement, si vous voulez, cet article, il permet aux collectivités territoriales d'accorder des subventions destinées à la promotion d'activités économiques. Mm. Donc, c'est une dérogation qui avait été acceptée par Bruxelles, qui avait été notifiée et qui permet effectivement aux sociétés d'économie de percevoir en contrepartie des actions de promotion des subventions. Ceci dit, ces subventions, elles sont affectées. Oui, Voilà. Donc, il ne faut pas sortir du champ de la promotion du développement économique. bien sûr. Voilà. Oui, oui, c'est très réglementé, bien sûr. Donc on a une convention de réalisation avec un programme d'action qui est un programme d'action qui est annexé à la convention et qui est discuté, négocié chaque année avec la région Réunion et qui Et, comprend uniquement des actions de promotion et de développement économique. d'accord. Et c'est vous Voilà. qui préparez le programme. Et c'est nous qui préparons le programme. Oui. D'accord. Bon, bah, Oui. donc vous avez de ce point de vue-là, si vous voulez, la même problématique que celle que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, il va falloir que vous. Alors, je ne sais pas si vos activités de conseil, d'ingénierie, en matière financière, d'AMO sur les appels à projets, est-ce que cette activité, elle s'autosuffit grâce aux ressources que vous en tirez? Ah non, 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 on n'est Bon. pas. En fait, ce ne sont pas des Alors, activités alors, qui vont nous autosuffire. Ça va être en complément et ça va venir en non, 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 c'est déduction pas ce que de je veux l'action. dire. C'est Ah, pas ce que je pardon. veux dire, excusez-moi. Je veux dire par là que si vous sectorisez, Oui, vous allez mettre des charges dans cette activité. oui. Vous utilisez des locaux, une partie des Mm. locaux, peut-être des moyens humains, etc., etc. Bon, vous avez Ouais, des charges. Et en face, vous avez des produits. C'est oui. ce que vous tirez de votre Ah oui, activité. oui, bien sûr. Voilà. Oui, 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 Alors, oui, je veux tout à dire que fait. si Oui, cette oui. activité est excédentaire ou ça pose pas de problème, s'il était déficitaire, là, on aurait un réel souci pour faire venir les subventions sur cette activité, parce qu'on n'est plus dans le problème Bien sûr. de la promotion du développement économique. Non, 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 mais bien sûr. Alors, les prix qui seront pratiqués tiennent compte, enfin, les coûts, en fait, sont calculés avec les coûts horaires, donc les taux de salaire horaire brut chargés avec les frais de structure, enfin, voilà, tout le reste, plus, D'accord. plus une marge. Donc, on vend pas à perte. Non, non, clairement. Au contraire, on vend avec une marge. Parce que Bien si sûr. c'est pas le cas, ce qui peut arriver d'ailleurs, malheureusement assez fréquemment, Hmm. ça veut dire que l'entité qui va faire du conseil, par exemple, euh, a des prix qui sont
permettent pas d'équilibrer les coûts, voire des prix qui sont inférieurs, voire des coûts bas, et donc ils sont financés en partie par des subventions. Ça serait possible dans le cadre d'une SEM, par exemple, si je reviens là-dessus, si vous agissiez en tant que mandataire transparent, c'est-à-dire en fait, si vous répercutiez le bénéfice de ces subventions aux entreprises, ce qui est le cas, puisque, voilà. Non, mais si vous le faisiez, voilà, il faudrait que vous le fassiez en tant qu'intermédiaire transparent, parce que dans ce cas-là, on considère que le financement, il ne vient pas alimenter la SEM, mais il vient alimenter le bénéficiaire, c'est-à-dire l'entreprise. Vous ne faites que, vous n'êtes que mandataire, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Non, non, effectivement. Et donc, ça exige un exercice assez fin de comptabilité pour bien distinguer les actions qui relèvent de la mission d'intérêt général financée par la subvention des actions qui interviennent en prestation. Donc voilà, il y a Oui, voilà, une comptabilité on analytique en très revient fine. toujours à voilà, cette question de la sectorisation, que ce soit pour Tout les à fait. financements ou pour Et la fiscalité. ouais, on le faisait déjà en fait indirectement quand quand on participait à des appels à projets européens, parce que là aussi, donc vous êtes financé cette fois par une subvention européenne, donc l'exercice est exactement le même. OK. Alors, je profite du petit vide. La question, par exemple, il n'y a pas de SPL là, mais la diversification d'activités dans le cas du SPL, c'est pratiquement pas possible. Donc, si vous voulez diversifier vos activités au sein d'une SPL, pourquoi? Parce que contrairement à une SEM qui peut avoir des activités pour évidemment le compte des collectivités actionnaires, mais également de tout tiers, voire pour son propre compte, une SPL ne peut intervenir que pour le compte des collectivités actionnaires. Donc ça veut dire que si une SPL veut faire du conseil d'entreprise, elle ne peut pas en décider seule, parce que le bénéficiaire, c'est une personne privée, c'est pas un actionnaire, donc elle est limitée. Et il faudrait, pour qu'une SPL puisse intervenir dans ce type d'activité, qu'elle soit dans le cadre d'une mission confiée par la collectivité actionnaire. Bon. Donc, il faut y faire attention parce que les SPL ne peuvent intervenir que pour le compte de leurs actionnaires, qui sont évidemment des collectivités territoriales, des EPCI, et uniquement sur leur territoire. C'est la grande distinction de ce point de vue-là avec les SEM. Ok, merci pour ces réponses complémentaires. Y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'il nous reste 5 petites minutes, donc on va gentiment se dire à bientôt. J'attends un petit peu voir s'il n'y a pas de regrets. Non. Ok. Un prochain webinaire sur ce sujet, ce sera très probablement à la rentrée sur les financements européens. Donc là, on va mobiliser une agence qui a un bureau à Bruxelles notamment, peut-être notre vice-président. Donc vous savez que le CNER, donc la feuille de route suite aux 2 séminaires stratégiques, passe en conseil d'administration, donc en bureau ce jeudi, puis en conseil d'administration mardi prochain. Donc elle sera communiquée ainsi incessamment sous peu, étant donné que elle est assez fidèle aussi aux 2 séminaires que vous avez auxquels vous aviez participé. Donc, financement européen, maître, je ne sais pas si vous avez des compétences particulières, sinon je vous convie avec grand plaisir à la rentrée. Si vous me dites non. Sur l'angle juridique, oui. Après, bon, c'est un sujet. Oui, c'est de bien sûr, l'ingénierie. c'est un sujet que je connais un petit peu quand même, mais plutôt sur l'aspect juridique, je ne fais pas, par exemple, du tout ce que font beaucoup d'organismes par ailleurs, qui sont du montage de dossiers de financement. Je ne fais pas du tout. Ouais, bien sûr, non, on regardera, on en reparlera de toute façon, maître. Je vous accueillerai au bureau Chacun son métier. Voilà, exactement. On se verra très prochainement dans les locaux du CNER pour parler de la mise à jour de l'ouvrage. Je vous retiens pas plus. Merci pour votre Merci de temps. m'avoir accueilli.
à toutes et à Avec tous grand plaisir. une bonne fin de journée.